Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par un tour, il y a un détour du côté des fondamentaux qui ont plus l'allure de justification, de prétexte que de nouvelles qui changent la donne. En tout cas, pour l'instant, les marchés ont pris acte du fait que le FMI avait sérieusement révisé à la baisse ses perspectives de croissance à cause de la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis. Et également, au niveau du marché des taux, il y a une détente au niveau des taux d'intérêt à laquelle on assiste en Italie, puisqu'il semblerait que le dialogue soit maintenu entre le gouvernement italien et la Banque centrale européenne et l'Union européenne pour un budget qui resterait dans les clous. Encore une fois, cela a tout du prétexte, puisqu'il n'y avait vraiment pas de quoi susciter une augmentation du CAC 40 aujourd'hui, qui a pourtant bien eu lieu. On va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord, vous regardez, on avait expliqué dans la vidéo de lundi, je vous invite à la regarder, que nous étions sur une zone de support, ici cette fameuse zone de support orange, zone sur laquelle les cours ont systématiquement rebondi depuis 4 mois. En gros, le yo-yo entre la zone de résistance rose et la zone de support orange est toujours l'attraction technique. Et regardez, nous avons donc assisté à une progression de 0,35%. Alors, il faut également remarquer que les traders et les analystes techniques ici ont racheté leur position, ce qui était à la baisse sur un ensemble d'éléments très importants. Tout d'abord, la médiane de la fourchette d'Andrews. On a beaucoup parlé de cette médiane de fourchette d'Andrews. J'avais expliqué hier que normalement, on devait aller chercher cette médiane. C'est ce qui se passe dans 80% des cas. Et vous remarquerez également que cela s'est fait dans le cadre de la boîte d'Austin. Alors la boîte d'Austin, je vous rappelle que vous prenez le point 1, le point 2, le point 3 des piliers qui nous servent à construire la fourchette d'Andrews. Vous prenez la plus importante des distances entre 1, 2 et 2, 3. En fait, ici, c'est le point 2, 3. Vous reportez ça par-delà le point 3. Ça vous donne la boîte d'Austin. Ça vous donne le laps de temps dans lequel on devait aller chercher la médiane dans 80% des cas. Et vous voyez bien, on a respecté cette boîte d'Austin. On est allé chercher la médiane. Je vous rappelle que si vous voulez vous entraîner avec de très nombreux exemples, vous aurez l'occasion de trouver ce que vous cherchez dans le module de formation sur les fourchettes d'Andrews. Donc ça, c'est fait. On n'a pas le droit théoriquement de tracer une nouvelle fourchette d'Andrews parce que celle qui est actuelle est toujours valable. Maintenant, il est vrai qu'elle perd un petit peu de son utilité. On peut s'attendre à ce qu'effectivement, il y a des difficultés à casser la fourchette d'Andrews par le haut puisque ça sera une résistance. Si c'est le cas, lorsque ce sera le cas, eh bien, on pourra tracer notre fourchette. Mais pour l'instant, c'est prématuré. On se souviendra, donc on évoluera entre la médiane et la partie haute de la fourchette d'Andrews pour l'instant. Je vais enlever la fourchette d'Andrews pour gagner un petit peu en clarté. Je vous invite à regarder les Fibonacci à présent. Je vous rappelle comment fonctionnent les Fibonacci. Là aussi, il y a un module de formation si vous voulez vous entraîner. Vous prenez le plus haut de la jambe de baisse et le plus bas de la jambe de baisse. Vous regardez, et bien là, vous allez avoir les niveaux qui se dessinent automatiquement, les 23,6%, les 38,2%, etc. de Fibonacci. Il faudrait donc passer les 23,6% de Fibonacci pour aller statistiquement titiller les 38,2% de Fibonacci à 5370. Par contre, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 23,6% de Fibonacci, on a plus de chances de rallier les précédents plus bas à 5264 plutôt que d'aller chercher le niveau suivant de Fibonacci. On progresse par palier et donc on surveille ça de très très près. J'enlève mes Fibonacci pour plus de clarté. On passe au gap très intéressant. J'avais expliqué qu'on avait un gap qui avait été ouvert ici puisqu'il n'y avait pas eu de cotation entre le 11 septembre et le 12 septembre. Ce gap de rupture a permis effectivement de rallier la zone rose et les gaps ne sont pas systématiquement comblés. C'est un mythe que de le penser. Ils sont généralement comblés mais pas toujours. Ce qui est sûr, c'est qu'ils agissent un petit peu comme un trou noir. Plus on s'en approche, plus il est difficile de s'en défaire de cette attraction. Et là, tous ceux qui tradaient un comblement du gap à mesure qu'on s'en approchait ont racheté également leur position et c'est pour ça qu'effectivement le CAC a rebondi comme une balle. On peut enlever maintenant également
ce gap. Alors pour la suite, maintenant, vous l'avez compris, hein, depuis des mois, on assiste à un aller-retour entre ces deux zones. La question de savoir si maintenant on va aller chercher à nouveau la zone de résistance rose et à chercher du côté du gap. J'avais expliqué qu'on a ouvert un gap ici, il n'y avait pas de cotation entre les plus bas de vendredi 25 et les plus hauts du 8 octobre, ça s'appelle un gap. La question est de savoir la nature de ce gap. S'il s'agit d'un gap de continuation, je l'ai expliqué hier, il s'agit de le reconnaître et d'identifier la cible comme étant la distance parcourue avant le gap reportée par-delà le gap, ce qui nous donnerait effectivement un objectif assez important puisqu'il s'agirait également de combler l'autre gap, celui ouvert béant il y a plusieurs mois à 5160. La question va être de savoir si on va réussir à combler rapidement ce gap ou pas. Si on arrive à combler rapidement ce gap, eh bien il ne s'agira pas d'un gap de continuation, on pourra a priori oublier cet objectif que je viens de mentionner et donc c'est cela qui va justement déterminer si on va partir si on est parti sur un gap d'essoufflement ou sur un gap de continuation. En tout cas, la zone des 5348, 5351 est la zone qu'il faudra surveiller de près. La bougie maintenant, j'avais expliqué dans la vidéo d'hier que la bougie qu'on avait formée lundi était une bougie assez pessimiste, invitant à considérer de nouveaux plus bas. On a inscrit ces nouveaux plus bas, je rappelle qu'en séance mardi on a perdu 0,75% avant de rebondir et du coup la bougie du jour est d'un tout autre tonneau puisque c'est une bougie d'une part qui termine dans le tiers haussier, donc une bougie assez encourageante avec une mèche basse très longue qui renforce l'idée de la chasse aux bonnes affaires à laquelle on a pu assister et qui est donc encourageante. Il s'agit d'un harami haussier. Alors contrairement à ce qu'indique son nom, le harami haussier n'est pas haussier. Le harami haussier veut simplement dire qu'il y a des velléités haussières qui apparaissent dans une tendance baissière et que les intervenants se demandent si la baisse est encore légitime. Maintenant, il est vrai que compte tenu du fait que ça apparaît sur un support, cela renforce son caractère prédictif. Je rappelle que si on a une bougie verte demain, il s'agira d'un 3 inside up qui est lui par contre un signal haussier fort. Donc ce sont des éléments également qui sont assez encourageants. Pour l'instant, on retiendra que les opérateurs hésitent sur l'intérêt d'une continuation de la baisse et c'est déjà pas mal. On passe aux indicateurs techniques à présent. Et voilà ce que nous enseigne l'analyse technique, très riche d'informations. Tout d'abord, vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui monte. Ça veut dire qu'au regard de cet indicateur faible, on est en tendance neutre. Deuxième chose, on vient d'assister à un croisement faible M7, M20. Un croisement baissier faible, ça veut dire un croisement avec la M20 qui monte et la M7 qui descend. C'est l'équivalent du croisement haussier faible auquel on a assisté le 20 septembre. Et l'idée, c'est que les croisements baissiers faibles ont plus souvent des effets limités que des effets importants. C'est-à-dire on doit s'attendre normalement à la loi du retour à la M20. Encore une fois, ça veut dire qu'on ne peut pas rester éternellement en apesanteur ou en dessous de la M20. Régulièrement, vous voyez, on oscille et on va percuter la M20. Le dernier croisement baissier faible auquel on a pu assister était ici. Okay, où la M20 n'était pas véritablement orientée à la baisse, elle commençait tout juste à baisser, vous voyez, on fait le croisement, on retourne à la M20, ou encore ici, on fait le croisement, on retourne à la M20. Donc, c'est-à-dire que statistiquement, au regard de ce croisement baissier faible M7-M20, on devrait avoir un nouveau retour à la M20. Alors, ce n'est pas systématique, il arrive des fois où ça se mue en quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais encore une fois, soit on fait de l'analyse technique, soit on ne le fait pas statistiquement, normalement, on devrait retourner à la moyenne mobile à 20 séances. Regardez également le travail impeccable de la Bollinger inférieure qui, une fois de plus, a permis au cours de rebondir. Je l'avais mentionné dans la vidéo d'hier, regardez-le pour vous remémorer la statistique, mais l'idée c'est que on a 80% de chances de terminer à l'intérieur des Bollinger. Donc lorsqu'il y a des excursions au-delà des Bollinger, beaucoup de traders investissent et tradent en sens inverse pour parier sur le retour à l'intérieur des bandes de Bollinger. On regarde les autres indicateurs techniques et ces indicateurs techniques sont assez mitigés, ou plutôt même carrément baissiers, bien y regarder, puisque comme vous pouvez le voir, le momentum est toujours en dessous de 0, le RSI en dessous de 50, le CCI rentre dans sa zone de survente et le MACD0 est toujours en dessous de son signal. Tout ça constitue un cocktail baissier évident. Heureusement, on est sur des supports et le fait qu'on soit sur des supports est suffisant pour jeter un doute sur la continuation de la baisse. Mais s'il n'y avait que les indicateurs techniques, on irait sans doute chercher le prochain support. Et encore une fois, on y est. Donc ça permet de mitiger un petit peu ce sentiment baissier.
On va regarder l'Ishimoku pour terminer. Et cet Ishimoku, comme d'habitude, enfin depuis plusieurs semaines, n'apporte rien puisqu'on est toujours avec un nuage qui twist et qui retwist. C'est symptomatique d'un trading range. Le trading range, il est évident. Il se produit entre la zone rose et la zone orange. Tant qu'on n'aura pas cassé l'une ou l'autre de ces zones, eh bien, le nuage n'aura pas d'orientation. Et tant qu'il n'aura pas d'orientation, on devra privilégier donc la pérennité de ce trading range. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'Ishimoku. On regarde pour terminer les données horaires. Et les données horaires indiquent la chose suivante. À mon avis, enfin c'est du moins ce que je ferai. Tant qu'on est coincé sous les 5325, on peut avoir un accès de faiblesse jusqu'à 5300. En cassure des 5283, accélération baissière jusqu'à 5262 pour moi. Par contre, clôture au-dessus de 5340 ouvre la possibilité d'aller chercher 15 points plus haut, les 5354. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.